I'm losing my patience. I just came here to dance. Bonjour à tous. Ah, il manque quelqu'un. Il manque Romain. Bon, peut-être qu'il va arriver. Alors, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé à l'éducation via le numérique, ce qui est très bien, ce qui est un secteur assez passionnant. Et les intervenants ici le sont tout autant. Donc, on a une ancienne du Clémy qui s'appelle Divina Frau Megs, qui va nous présenter une plateforme intéressante pour les enseignants, qui vous exposera tout ça. Hélène Dufour qui parle, Héloïse Dufour qui parle de classe inversée, et Martial Pinkowski qui est professeur de PS, c'est bien ça, et qui vous parlera beaucoup mieux que moi de tout ce qu'il a mis en place pour le PS. Je vous laisse démarrer. Oui, vous allez m'excuser, je vais me lever parce que je voulais vous présenter de manière directe ce qu'on fait dans les MOOC. Donc effectivement, je me présente, je suis professeure à l'université et j'ai dirigé pendant 2 ans le Clémy, qui est le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'actualité. Et donc l'idée, quand je suis arrivée au Clémy, c'était de faire passer l'éducation aux médias dans le numérique. Et le numérique, on ne sait pas ce que c'est. On sait que il y a un peu d'informatique dedans, mais à part ça, ça reste quand même très très flou. Et donc l'idée que nous avons, nous, c'est que le numérique est extrêmement médiatique. C'est beaucoup de la communication, c'est beaucoup de l'information. Et que le numérique peut nous aider à changer les pédagogies. Non pas à envoyer dehors, à déplacer complètement les pédagogies classiques, mais à apporter de la diversité dans la classe pour que différentes intelligences, différentes formes d'accueil des ressources par les étudiants puissent avoir lieu et donc donner plus de chance à la motivation, à la compréhension, à la restitution, etc. Et donc l'idée qui nous motive dans ce projet que je vais vous présenter, qui est un projet européen, c'est le seul projet de MOOC européen, c'est le grand déficit qu'il y a justement dans le numérique du côté de la formation des enseignants, puisque les formations classiques à l'université, même dans les ESP, forment surtout à la connaissance de la discipline. Donc l'anglais, le français, les sciences de la vie, le sport, etc. Et assez peu, sauf de manière un peu transversale, mais ça passe souvent à l'as parce qu'il y a beaucoup de choses et donc c'est un peu la variable d'éjection. Souvent le numérique, il n'est pas très réfléchi, il est plutôt utilisé comme un outil, donc on sait ou on ne sait pas utiliser Excel ou se connecter, mais comment ça peut changer la classe et la pédagogie, ça c'est plus compliqué. Voilà. Donc nous, l'idée qu'on avait, c'était d'abord qu'il faut être beaucoup, donc vous voyez, il y a toute une équipe d'enseignants, il y a des profs de fac, mais il y a des documentalistes, mais il y a des informaticiens. Dans la séance d'avant, on parlait de la méthode agile, qui est une méthode où il faut mettre plusieurs types de profils ensemble pour que ça marche, les techniciens, les informaticiens, etc. Et c'est ce que ça permet. Et là, en plus, donc, on a rajouté des personnels du Clémy qui voulaient bien suivre. Et puis d'autres qui se sont rajoutés, comme Patricia Ekal, par exemple, là, à la fin, qui s'est invitée, qui a voulu participer et qui, depuis, reprend le MOOC dans ses propres formations. Et donc, on a mis en place une plateforme de MOOC très différente des plateformes existantes sur le marché, comme par exemple Fun, parce qu'on l'a développé avec les informaticiens nous-mêmes. Et donc, on a procédé donc, de manière très, très intuitive. On crée une unité, on présente plusieurs modules, pas très longs, avec des outils, vous voyez une boîte à outils, on dit comment on peut naviguer, et on se base sur la méthode du DIY, c'est-à-dire la méthode où on s'y met soi-même, c'est-à-dire qu'on utilise le numérique, mais aussi comme
en mettant la main à la pâte. Hein. Et ce qu'on dit toutes, hein, c'est que le numérique, c'est aussi une façon de partager avec les autres. Hein. Donc, on est aussi dans du share with others. Donc, on est dans cette perspective-là, cette philosophie. Et ça nous permet ensuite de créer des unités diversifiées, de sauvegarder, de mettre des ressources, vous voyez, de renvoyer à des textes comme on le fait ici. Hein. C'est extrêmement souple pour un enseignant qui veut créer son propre MOOC. Hein. Alors ensuite, on va avoir des groupes d'étudiants qui vont se créer automatiquement, mais qu'ils vont eux-mêmes pouvoir changer. Hein. Et ça va nous permettre à nous, derrière, d'avoir les statistiques. Et donc de suivre la participation des étudiants qui ont commencé le cours, terminé le cours, réussi le cours. Alors vous voyez, on a un profil très typique des MOOC. C'est-à-dire qu'au début, il y a beaucoup de monde, et puis après, il y en a de moins en moins. Mais de moins en moins qui sont actifs. En fait, ce qu'on remarque, c'est que tous restent connectés à peu près jusqu'au bout, mais ne vont pas être actifs parce que, bon, alors ils nous donnent des raisons, hein, je ne les ai pas marquées ici, mais les principales raisons qui apparaissent, hein, c'est que les gens qui sont en général en train de travailler, hein, avec des sommes de travail de plus en plus lourdes, ne peuvent pas rester jusqu'au bout dans tous les parcours. Hein. Et donc, ils amorcent, après ils suivent et ils se rassurent sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils ne savent pas. Hein. Et selon les différents éléments qu'ils pratiquent, hein, on va leur donner des badges. On va leur dire, écoutez, sur la partie les compétences, hein, vous êtes bien débrouillés, donc vous allez avoir un petit badge. Sur la partie évaluation, vous êtes bien débrouillé, vous allez avoir un badge, etc. Mais c'est plutôt ce qu'on appelle de la gamification en jargon MOOC. Hein. C'est plutôt quelque chose pour encourager, pour motiver, hein, pour envoyer un peu des défis aux gens. Hein. Dans le mot game, il y a l'idée de challenge. Hein. C'est pas du tout des sanctions ou des notes. Il n'y a pas par exemple, de certification au bout. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais vous montrer pour que vous ayez une idée du fonctionnement, hein, d'un MOOC, parce qu'on en parle beaucoup, hein, mais les gens savent rarement à quoi on a affaire. Hein. Et donc vous voyez qu'on peut l'organiser sur un programme avec des sessions par semaine. Et ça, c'est la dernière chose sur laquelle je voudrais m'arrêter. Là, vous voyez, tout est publié. Mais le MOOC, en ce moment, il n'est pas en saison. Il est inerte. Hein, parce qu'on ne l'anime pas. Nous, les enseignants, on n'est pas là toutes les semaines et tous les différents participants ne sont pas là. Et on l'améliore pendant qu'on fait la pause. Hein, là, je vous montre le back-office, en fait. Hein. Et on prépare une prochaine séance. Et l'idée, c'est que les ressources restent accessibles pour tous les enseignants qui veulent revenir s'en servir. C'est en accès libre, hein, en Creative Commons, donc vous pouvez les récupérer. Mais il y a des temps forts où on se retrouve, on discute, hein, et on parle ensemble et on anime. Voilà. Donc, je ne voulais pas accaparer la conversation, mais c'est juste pour que vous ayez une idée concrète de ce que c'est qu'un MOOC. Très bien. Merci beaucoup. Du coup, on passe à la classe inversée. Oui. Alors, je vais commencer par demander, dans la salle, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui ont entendu parler, qui savent ce que c'est que la classe inversée ? D'accord, donc il y en a quand même quelques-uns. Je vais redéfinir un petit peu. La classe inversée, c'est vraiment l'idée de repenser ce qui se fait en classe avec l'enseignant par rapport à ce qui se fait en autonomie avec les élèves. Alors, je vais donner plusieurs exemples d'applications pour que ce soit un petit peu plus concret ce dont je parle. Et pourquoi est-ce qu'il y a un lien avec le numérique ? Le premier exemple, qui est celui souvent auquel on est le plus habitué, c'est l'idée de dire le cours, c'est-à-dire quand le professeur s'adresse à tous les élèves, ça, on n'a pas besoin forcément de le faire en classe parce que ce qui est plus important, c'est vraiment le moment où on doit mettre les savoirs en application, où on doit utiliser des compétences et ça, souvent, il y a une bonne partie qui se fait à la maison. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont une relation positive au moment des devoirs entre les enfants et les parents. Généralement, ce n'est pas vraiment le cas. Et donc l'idée, c'est de se dire, justement, toute cette partie-là, elle devrait être faite en classe parce que c'est là que les élèves
ont du mal, et c'est là où les professeurs peuvent vraiment les aider. Donc une première modalité, c'est par exemple de mettre le cours sous forme de petites vidéos, pas forcément l'intégralité du cours, mais voilà, des petites capsules vidéo avant la classe pour gagner plus de temps en classe, pour justement travailler en petits groupes avec les élèves pour plus différencier sur des exercices, des activités, de la gamification. Un deuxième exemple, c'est de dire, voilà, en fait, en classe, on donne vraiment quelque chose de complexe à faire aux élèves, un projet, et puis au lieu donc de leur donner des éléments du cours à toute la classe en même moment quand ils en ont besoin, eh bien, justement, ces éléments de connaissances vont être accessibles quand les élèves en ont besoin. Donc, ils ont leur feuille de route avec le projet qu'ils font, et puis quand ils arrivent à telle question, ils se disent ah oui, mais alors ça, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais je peux aller regarder voilà, une capsule vidéo qui va m'expliquer telle chose. Et comme ça, les élèves peuvent regarder ça à leur rythme et puis faire répéter aussi le prof autant de fois qu'il veut. Et évidemment, les bons élèves, ils ont moins besoin que le prof répète. Et puis les élèves plus en difficulté, ils ont plus besoin. Et ça libère du temps de l'enseignant pour qu'il soit vraiment aux côtés des élèves sur les questions dont ils ont besoin en fait. Et juste capsule vidéo, je ne sais pas si tout le monde connaît. Capsule vidéo, c'est des petites vidéos. Alors c'est important qu'elles soient relativement courtes parce que vous avez tous regardé des vidéos sur YouTube. On sait très bien que si elles sont trop longues, c'est insupportable. Donc ça va être très souvent 5 minutes, des fois même moins. Il y a des enseignants qui font des capsules vidéo de 1 minute avec soit des éléments de cours, tout simplement le théorème de Pythagore ou un petit morceau de la Deuxième Guerre mondiale, soit simplement des éléments de connaissances, des documents, un podcast ou par exemple un petit peu de documentaire. Mais avec toujours cette idée principale qui est de comment est-ce qu'on utilise au mieux le temps de présence entre l'enseignant et les élèves, et comment est-ce qu'en classe, alors qu'on a 30 élèves, et alors dans le supérieur c'est encore plus, comment est-ce qu'on peut être au plus près de chaque élève et donc vraiment différencier. Et la classe inversée, c'est une solution pour répondre à cette question. Je peux dire rapidement d'où ça vient. C'est le terme de classe inversée, il est assez récent. Il s'est développé aux États-Unis sous le terme de flipped classroom. Et donc classe inversée, c'est la traduction directe de ça. Donc on pourrait se dire voilà, c'est nouveau, mais en fait ça s'appuie vraiment sur des pratiques pédagogiques qui sont beaucoup plus anciennes. La question du faire travailler les élèves en groupe, la question de la différenciation, c'est vraiment des questions pédagogiques qui sont beaucoup plus anciennes que ça. Et c'est là où intervient le numérique, c'est que ça permet de mettre en œuvre ces stratégies dont on sait qu'elles sont assez efficaces de manière plus simple en fait, parce que ça démultiplie l'enseignant sous la forme des vidéos en fait. Et donc il y en a déjà beaucoup en France qui utilisent ça. C'est toujours un petit peu difficile de chiffrer, on n'a pas de chiffre exact. On doit être à plusieurs milliers, et c'est ce que fait l'association Inversons la classe, donc que je préside, vise justement à diffuser l'information sur la classe inversée. Donc il y a un site internet qui explique un petit peu plus en détail ce que je fais, puis qui met en réseau les enseignants qui la pratiquent. On a fait un premier congrès l'an dernier sur le sujet. Il y en aura un autre cet été qui s'appelle le CLIC, donc clic2016.com pour venir échanger sur la question. Et puis on a fait aussi récemment la semaine de la classe inversée, justement, qui permettait aux enseignants qui pratiquaient ça d'ouvrir leur classe à des gens qui voulaient venir voir ce que c'était, et puis de monter des séminaires sur la question. Merci beaucoup. Et du coup, le troisième, qui est le dernier, parce qu'il manque quelqu'un... Oui, bonjour. Donc, Martial Pinkowski, je suis effectivement enseignant en éducation physique et sportive, mais pas seulement. Donc, je travaille à mi-temps maintenant depuis 2 ans pour le ministère de l'Éducation nationale dans un autre réseau qui s'appelle le réseau Canopé. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas le réseau Canopé, c'était les anciens CNDP, CDDP, CRN. Et pour ceux qui n'auraient pas du tout connaissance des acronymes, en fait, un réseau de distribution de ressources pédagogiques sous toutes ses formes.
Donc mon rôle au milieu de tout ça est d'être médiateur. Alors je vais faire une petite transition avec le débat qui a précédé. Je suis arrivé à la fin et c'était vraiment très intéressant. Donc il se trouve qu'au milieu de tout ça, j'ai acquis une compétence auquel je ne m'attendais absolument pas lorsque j'ai commencé à enseigner, c'est celle de développeur. Pourquoi ? Parce que enseignant dans les années... j'ai commencé à enseigner dans les années 2000, je me suis retrouvé submergé en fait par l'arrivée de nouveaux outils dans le domaine de l'enseignement. Et en particulier une petite révolution qui s'appelait à l'époque les PDA, Pocket PC, qui sont devenus aujourd'hui les smartphones que l'on a dans la poche. Et bien évidemment, du fait de ma spécificité de matière où on est très mobile et très attiré justement par des outils qui permettaient de travailler de manière assez pragmatique avec les élèves, mais efficace aussi. Quand je dis pragmatique, c'est pouvoir adapter clairement un certain nombre de contraintes aux capacités des élèves. Donc l'outil informatique le permettait. J'en suis arrivé à créer, au sein d'une petite société qui s'appelle pédagogie.com, un écosystème complet qui travaille un petit peu dans les logiques de tout ce que l'on a entendu, les MOOC, la classe inversée. Voilà. Alors la caricature du prof de PS avec une tablette, non, les élèves ne courent pas avec. Non, elle ne sert pas de cible à tir à l'arc et elle ne marque pas les points, parce que sinon c'est une fois qu'on s'en sert. En fait, c'est devenu un outil où l'élève vient relever un certain nombre d'informations. Alors en général, ces informations, c'est de la performance, mais aujourd'hui, on évolue. Le système éducatif français est en train d'évoluer de manière assez rapide vers l'évaluation des compétences. Donc dans le domaine du numérique, la qualification des actions est devenue aussi importante finalement que la quantification. Donc l'écosystème a pour vocation tout simplement de pouvoir redistribuer aux élèves son positionnement à divers moments de sa scolarité. Alors sous la forme de performance, donc un suivi, une évolution sur plusieurs années, mais également en lui donnant la possibilité d'interagir sur des concepts de partage de ce que l'enseignant observe et qu'il ne retransmet pas de manière assez systématique. Un des intérêts forts que l'on a eu, nous, à faire entrer ce numérique dans l'éducation physique et sportive, alors je vais vous parler d'itinéraire de découverte, de transdisciplinarité, d'interdisciplinarité, puis bientôt de pays. Bientôt, peut-être, je sais pas. Donc, le fait d'avoir à disposition un matériel propre, donc là, on est carrément dans de la différenciation pédagogique, puisqu'en réalité, on le sait très bien, nous, on est confronté quand même à quelque chose d'assez sensible qui est le corps, et les capacités physiques, on n'a pas tous les mêmes. Et je ne parle pas là de théorie du genre, je parle vraiment de difficultés qu'ont certains élèves. Alors juste vous préciser aussi que j'enseigne depuis 20 ans dans ce qu'on appelle des REP+, aujourd'hui, donc des établissements où les conditions sont assez complexes. Donc on gère, alors je vous dis ça, c'est pas pour m'apitoyer sur mon sort, c'est plus pour essayer de mettre en avant le fait qu'on a une très très grande hétérogénéité, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit, intellectuelle aussi, vraiment, je pense qu'on a vraiment des grosses difficultés avec des élèves qui ont d'énormes lacunes. Et donc, forcément, ces outils viennent renforcer un petit peu... J'entendais parler tout à l'heure de prendre la place, enfin, démultiplier l'enseignant. Dans un second temps, on peut dire effectivement qu'ils arrivent à suppléer à pas mal de choses. Alors, à l'instar de la classe à inverser, on peut utiliser au travers d'une tablette un contenu intégré à la tablette qui va permettre de donner des informations, au même titre qu'un élève pourrait les prélever chez lui en allant sur une plateforme ou sur un site spécialisé pour pouvoir préparer la séance. Une des caricatures aussi, pour moi est une caricature aujourd'hui, quand on parle de PS et de numérique, on parle de « Ah, c'est très bien, il se filme avec une tablette ». Voilà, il se filme, il se regarde. Et puis on n'en parle plus. Alors pour revenir sur la notion de posture d'enseignant, ce côté numérique, dans le domaine du sport, je ne vous ferai pas la démonstration de tout ce qui se passe aujourd'hui sur les plus grandes compétitions internationales. À chaque fois qu'une balle a effleuré la ligne, tout le monde en parle pendant 5 minutes. Donc nous, on ne s'en sert pas dans cette logique-là, mais quelque part, on apporte aux élèves du second... Alors, en l'occurrence du second degré, des éléments qui permettent de faire un parallèle, en tout cas, avec cette société qui évolue très très vite au travers des outils numériques, et puis cette volonté que l'on a, nous, dans l'enseignement, à rationaliser et à permettre d'agir sur des données qui sont très personnelles, et faire en sorte que chacun puisse évoluer à son rythme. Alors, de fait, le changement de posture, il est très clair. Pour un enseignement d'éducation physique qui va intégrer le numérique,
Je dis bien intégrer et pas utiliser. Parce qu'il y a une notion aussi, je pourrais très bien donner une tablette à tous mes élèves et leur demander de se chronométrer un à un avec. Là, je l'utilise. Si par contre je construis des situations pédagogiques dans lesquelles j'intègre l'outil numérique et que je demande à cet outil d'effectuer un certain nombre d'actions que moi j'ai bien encadrées avant, dans ce cas-là, je suis vraiment dans l'intégration. Donc il court vraiment. Peut-être même beaucoup plus. Parce que le traitement de l'information que l'on a derrière est beaucoup plus conséquent. Dans la posture, il y a cette chose qui est extrêmement intéressante. Vous entendez tout à l'heure dire, les élèves viennent vers nous, s'interrogent. Alors quand on est dans une logique d'utilisation dans la classe du numérique, on a ce petit temps de latence où on peut laisser les enfants libres avec l'outil entre les mains. Et les problèmes vont se poser d'eux-mêmes et à eux-mêmes. Et à un moment ou à un autre, le rôle de l'enseignant, c'est plus cette verticalité que je suis en train de faire avec vous. J'ai un micro, vous me regardez, je vous parle. Mais comme il y en a partout dans tous les sens, en réalité, ils sont en train d'agir sur quelque chose et quand ils ont un besoin, une demande particulière, c'est à ce moment-là qu'ils reviennent. Et c'est vrai que la tablette devient un médiateur qui fait évoluer les choses indépendamment de la nécessaire présence de l'enseignant. Mais par contre, sur un blocage, l'outil ne résoudra rien, lui. Et là, on se retourne à ce moment-là vers le prof. Alors moi, je trouve, à l'usage, que mon métier a énormément changé. J'ai beaucoup moins mal à la tête. J'ai beaucoup moins de travail quand je rentre chez moi, je ne devrais pas le dire. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de choses sont traitées immédiatement sur le terrain et on a aujourd'hui, grâce à cet outil, quelque chose que l'on avait du mal à faire avant. C'est la connaissance immédiate du résultat. Une des facultés fortes de ce genre d'outil, c'est que ça motive les élèves, parce qu'avoir des écrans tactiles et tout ça au sein d'une séance, ça le fait quand même. C'est un peu waouh. Mais surtout, le retour d'information, la capacité de traitement de calcul, la gestion de l'image immédiate, parce que c'est quand même... alors moi, je vous parle de la tablette, je ne l'ai pas précisé, mais je suis très usage tablette. Elle intègre en fait toutes les fonctionnalités du numérique aujourd'hui. Un appareil photo, un outil de communication, un outil de restitution d'éléments et tout. Et donc, au travers de ça, il y a un traitement rapide de l'information qui peut se faire. Et derrière ce traitement, il y a un échange avec l'enseignant. Alors nous, on appelait ça les instants pédagogiques. Des moments où, en fait, les élèves ont un dialogue assez particulier qui se serait noyé dans une classe où j'aurais délivré un contenu au bout de 55 minutes. Merci, au revoir. Bon, je caricature, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité, mais dans le domaine de l'éducation physique et sportive, ça, en tout cas, si quelqu'un a couru pendant 30 minutes autour d'un stade, je vois quelques sourires, c'est ce qu'il sait, et qui ne sait pas quelle a été la valeur du résultat obtenu, forcément, la prochaine fois, quand on va lui redemander de courir, ce moment de torture va perdurer. Or, dans la réalité, on essaye de travailler effectivement avec des objectifs qui sont adaptés aux élèves, et cet outil permet véritablement de le faire de manière beaucoup plus confortable. Ça, on pouvait le faire avant. Je peux le faire avec un papier et un crayon, ça ne pose aucun souci. Là, on est dans une espèce de confort, et derrière, il y a un traitement d'information que le papier-crayon, en contrepartie, ne pouvait pas donner. Et la certitude de pouvoir partager avec les élèves, puisque l'écosystème dont je vous parle fait un travail sur le terrain, dans un mode déconnecté, parce qu'il faut tenir compte aussi des infrastructures. Mais une fois qu'on se retrouve dans un environnement connecté, l'ensemble de ce qui a été fait est redistribué aux élèves. Alors, les ENT, les comptes individuels et tout ce qui va avec. Donc c'est une manière de faire qu'au sein de l'Académie de Versailles, que je représente de par ma fonction d'enseignant dans l'Académie de Versailles, au sein de l'Académie de Versailles, c'est un concept qu'on est en train sur lequel on appuie de plus en plus, à savoir pouvoir partager de plus en plus la réalisation des élèves, de manière à pouvoir valider ses compétences, mais en connaissance de cause. Pas que ce soit quelque chose qui se finalise au bout de 5-6 événements, mais véritablement qui puisse se suivre en temps réel. Moi, je fais plus rien. Un des gros avantages, alors de manière globale. Par exemple, le travail en atelier est favorisé. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de la gymnastique, alors je vais prendre un exemple vraiment trivial, celui de la gymnastique. Je vais faire une roulade avant à des élèves. Faire une roulade avant à des élèves, de manière classique, quand on se retrouve face à une classe de 28 élèves 6e, à chaque fois que vous demandez de faire une roulade avant, il y a 28 questions. Monsieur, vous avez vu, c'est bien. D'accord, donc le but du jeu, c'est de leur apprendre à s'auto-évaluer. Parce que non, je ne vous ai pas vu, et j'ai tendance à dire oui, c'est très bien, parce que je n'ai pas envie non plus
d'avoir des enfants déprimés. Donc l'outil numérique à ce niveau-là, nous on utilise un système qui s'appelle la vidéo en streaming, donc pour être encore plus précis dans la question que vous posez, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de droit à l'image, il n'y a rien du tout. Et c'est un peu le comble du cycliste qui descend de son vélo pour se regarder pédaler. C'est-à-dire que quand on fait une roulade avant, on ne peut pas voir quelles sont ses postures, on ne peut pas voir comment est-ce que l'on roule et on peut à peu près évaluer la manière dont on se rétablit. Avec des dispositifs numériques comme les tablettes montés sur des pieds, en fait, il y a une image qui est enregistrée mais qui est restituée sur un délai que l'on a choisi. Donc en fait, on a un travail d'élève qui réalise et d'élève qui peut voir sa réalisation. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler d'interdisciplinarité, puisqu'on essaye de concrétiser au maximum. Je vous ai parlé de roulade avant. Les élèves font des galipettes. Je vous ai parlé de s'accroupir, les élèves se mettent à genoux. Donc après, on travaille sur la sémantique qui est propre en fait à la décomposition des mouvements ou à la réalisation de la performance. Donc quand un élève se voit, on lui demande de décrire ce qu'il voit. Et on se rend compte que les mots ne sont pas les bons. Par exemple, quand je lui dis « il faut t'agenouiller si tu veux prendre de la vitesse » et que l'élève se met à genoux, voilà. Ou s'accroupir pour prendre la vitesse et qui se met à genoux, je lui explique que ça, c'est pas le verbe s'accroupir, ça c'est le verbe s'agenouiller. Donc si je veux vraiment différencier comme ça, je peux aller très très loin. Et au final, on a pu tellement la question de savoir, monsieur, est-ce que c'est bon, est-ce que j'ai réussi ou pas, on a tout un tas de critères qui sont proposés. Alors de la 6e à la 3e, la complexification, elle est assez vaste, hein. Mais on a tout un tas de critères qui sont proposés et derrière une réalisation, l'élève est capable de dire par lui-même, grâce à ce genre d'outil, si oui ou non il a réalisé la commande qui lui était impartie. Et dans le cadre de la course à pied, par exemple, il y a des courbes qui collent au profil de l'enfant, Oui. qui sont... Alors, dans le cadre de la course à pied, alors ça, ce sont des outils vraiment spécifiques. Alors, quand je vous disais que je ne fais plus rien, en fait, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, quand je commence un cours, je suis toujours en interaction avec les élèves et surtout, ce que j'évite de faire, c'est tous les rassembler pour leur parler. C'est-à-dire qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils ont à faire, il y en a d'autres à qui je vais avoir des commandes supplémentaires en leur demandant de le transmettre aux autres. Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où on a donné un certain nombre d'outils bienfaisants, bienveillants en plus, hein, puisqu'on est dans la bienveillance aujourd'hui, on doit avoir des élèves qui, pour prouver qu'ils ont appris, doivent être capables en fait de transmettre aux autres. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Et l'outil numérique, en fait, c'est le support. C'est le support d'accompagnement qui va un petit peu gérer les défauts. Et dans le cas de la course, de manière très précise, effectivement, on a démultiplié en fait les manières dont les enseignants peuvent travailler pour faire une chose qui me semble importante, c'est pas que la pédagogie, que l'enseignement ne soit pas dirigé par le numérique, mais que le numérique puisse s'adapter à ce que l'enseignant cherche à atteindre. Donc remplacer un chronomètre par une tablette, c'était pas simplement permettre de chronométrer un temps avec une tablette, c'est permettre de chronométrer un temps, de pouvoir l'affecter automatiquement à un élève, hein, reconnaître l'élève et dire c'est lui qui a fait ce temps-là, et à partir du moment où il est affecté, de lui donner la possibilité de comparer immédiatement avec ce qui a été fait, que ce soit juste avant ou que ce soit il y a quelques temps en arrière. Parce que les enfants, en fait, ils ont ce côté un peu, j'entendais parler de gamification, le jeu pour eux c'est gagner. Éducation physique, le jeu c'est gagner. Si je démarre une activité, peu importe le résultat, le but c'est d'arriver premier, c'est de gagner le match. Et derrière ça, il y a tout un tas de concepts, de consignes et tout qui peuvent tomber par terre si par hasard on ne s'attache pas de manière précise à l'objet sur lequel on veut travailler. Le numérique permet de recentrer un petit peu tout ça au travers de ce que l'on faisait avant sous forme de fiches ou autre, mais en ayant un côté un petit peu interactif. On parlait de la course, je vais vous donner l'exemple du tennis de table. Si je fais un rapport entre tu as marqué le point avec une consigne que je t'ai donnée et tu as marqué le point parce que tu as l'habitude de jouer, tu es bon, mais tu ne tiens pas compte de cette consigne qui va te permettre d'évoluer, je fais un rapport. À ce jeu-là, si on y rajoute une note derrière, moi il m'est arrivé d'obtenir en fait que l'élève qui perd à une note légèrement supérieure, pas extraordinaire, mais légèrement supérieure par rapport à celui qui a gagné. Et ça, c'est pas logique. Et ça, parce que le résultat est transmis immédiatement et parce que l'élève qui est en situation, qui est confronté à ce genre de problème, voit apparaître immédiatement ce type de résultat, c'est là qu'il vient vers l'enseignant. C'est là que ça enclenche un certain nombre de choses. Alors ça peut rester comment dire, assez cocasse comme genre d'événement. En fait, c'est une réalité. Ça se produit, ça se passe comme ça. Alors, tennis de table, la course, la gym, la vidéo, la prise de statistiques, le calcul de performance. Voilà, tout est pris en compte dans l'écosystème. Et donc, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est l'efficacité, un gain notable en efficacité dans l'enseignement, dans la rapidité. Alors, est-ce que c'est aussi le but recherché dans la classe inversée ?
le fait d'avoir... ouais. Bien sûr, en fait, l'idée pour l'enseignant qui passe en classe inversée, c'est vraiment de mieux s'occuper de ses élèves, justement de pouvoir plus différencier. Et c'est là où, en fait, c'est ce que disait Martial Pinkowski est important, c'est d'intégrer le numérique, de pas seulement, je pense par exemple à la dernière étude de la DEP qui montre justement, qui a fait une étude sur les établissements dans lesquels il y a justement des outils numériques et où on voit une corrélation sur justement la différenciation, le fait de mieux s'occuper des élèves à partir du moment où ce sont vraiment les élèves qui utilisent ces outils numériques. C'est-à-dire que ça ne change pas vraiment les choses si on donne juste un tableau blanc interactif à l'enseignant et qui remplace son ancien tableau par un tableau numérique. En revanche, si on met les élèves en situation justement d'utiliser du numérique et pas évidemment pour s'en servir que comme un nouvel outil pour chronométrer, mais qu'on intègre ça vraiment dans une stratégie pédagogique, là forcément on voit des résultats. Mais encore une fois, le numérique, c'est un outil, et ce qui est prioritaire par rapport à ça, c'est la pensée des stratégies pédagogiques et de comment est-ce que ça va être utilisé. Ce que je voulais rajouter, c'est que le mot efficacité, il fait peur aux enseignants parce qu'il fait rentrer dans une logique très gestionnaire et comptable. Voilà, j'ai rempli mes 55 minutes ou mes 45 minutes maintenant parce qu'on a moins de temps. Donc moi, c'est pour ça que je pousse beaucoup une réflexion un petit peu distancée avec, par exemple, l'éducation critique aux médias et au numérique. Pour se dire, oui, il y a un côté performance et c'est gratifiant, c'est motivant, mais il y a un autre côté qui doit être plus dans c'est quoi les valeurs que je veux atteindre, c'est quoi les récompenses pour moi. Et par exemple, typiquement dans le sport, je crois qu'un des grands défis de société, c'est pas simplement la compétition. C'est aussi la coopération. Et c'est parce que c'est aussi, évidemment, il y a des jeux qui favorisent cela, mais c'est arriver à faire passer aussi le message que dans le numérique, tout seul, on ne fait rien. Il faut être plusieurs. Vous avez vu l'équipe pédagogique qui avait dans le MOOC, il y en avait une dizaine, une douzaine, et je ne vous ai pas parlé de tous les participants, environ 1000 qui contribuent. Donc je crois qu'il y a une opportunité avec le numérique qu'il ne faut pas louper par rapport à l'ère d'avant, l'ère pré-numérique, qui était extrêmement individualiste, et qui est une ère où on peut davantage partager, faire le point sur ses expériences, revenir en arrière, améliorer le système, voir comment on peut faire aussi ressentir les valeurs. Et moi, j'ai eu toute une délégation de Coréens qui sont venus au Clémy quand je dirigeais et qui m'ont dit, nous, on a de l'informatique partout. Il y a quelqu'un dans la salle qui est coréen. Vous me confirmerez. Nous, on a l'informatique partout. Tous les élèves sont connectés dans les classes et les familles aussi. Et j'aurais dit, mais pourquoi vous venez voir les questions d'EMI ? Et ils m'ont dit, quand même, un représentant du ministère de l'Éducation, il m'a dit, on n'a pas trouvé les valeurs. On n'a pas trouvé le sens. Et pour nous, l'éducation aux médias et à l'information, ça nous donne les valeurs. Donc il y a vraiment quelque chose en France qu'il faut qu'on garde bien ensemble, qu'on ne laisse pas découpler. C'est le côté effectivement compétence, parce que ça permet effectivement de répondre à des consignes, d'être attentif au fait que des gestes peuvent s'améliorer. Donc il y a toute cette dimension-là qui est vraie, qui est réelle, mais il y a tout un côté valeur et attitude par rapport à ces valeurs qui est très importante aussi. Vous avez peut-être des questions, non, sur ce qui a été dit Par rapport à la classe inversée, je me demande est-ce que les objectifs et les approches sont les mêmes selon le niveau de l'enseignement, si on parle du secondaire ou de l'enseignement supérieur, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes objectifs et les mêmes approches ou pas ? Alors, ce qui est assez remarquable, c'est
le regroupement des questionnements va être le même pour les enseignants du primaire au supérieur. C'est-à-dire que la question de justement comment est-ce qu'on fait mieux collaborer les élèves, comment est-ce qu'on les fait travailler en groupe, comment est-ce qu'on doit engager les élèves. Il ne suffit pas de leur balancer une vidéo pour que d'un coup les élèves se disent « Ah, c'est super, maintenant j'adore aller à l'école », ça ne marche pas comme ça. Donc les stratégies pour faire adhérer les élèves ou les étudiants. Les questionnements sont assez rigoureusement les mêmes. Alors après ça, évidemment, on ne fait pas la même classe inversée en primaire que celle qu'on va faire dans le supérieur. Mais ça reste quand même, moi je fais aussi de la formation d'enseignants, je fais des formations à la classe inversée, je les fais évidemment en classe inversée, et donc c'est les questions que je me pose, elles sont les mêmes. Et ça, par exemple, ce que je demande aux enseignants avec lesquels je travaille, ça va être de justement consulter avant qu'ils viennent à la formation, de soit des vidéos que j'ai réalisées, soit tel article. Les adultes, c'est un peu comme les enfants, hein. Je veux dire, il faut qu'il y ait une raison, d'effectuer un travail, que ça soit motivant. Et ça, c'est la même chose, encore une fois, pour les petits ou pour les grands. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient une motivation à le faire. Chez moi, la motivation qu'ils ont pour le faire, c'est parce que du coup, ce qu'on va faire quand on est ensemble, c'est travailler réellement à la construction de leur séquence pédagogique. Et que, voilà. Sauf qu'aux adultes, c'est quelque chose qu'on peut expliquer. Donc on peut s'attendre à ce qu'ils s'impliquent dans la pédagogie. Tandis que les gamins, ça les arrive, quoi. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer les capacités des enfants à comprendre les stratégies. D'ailleurs, il y a un certain nombre d'enseignants qui expliquent aux élèves en début d'année voilà pourquoi est-ce que je vais vous demander de faire ça, voilà pourquoi est-ce que je vais vous demander de faire ce type de travail à la maison par rapport à tel autre type de travail qui est fait à la maison. C'est parce que pour qu'en classe, justement, on ait plus de temps de s'occuper des besoins de chacun. Et ça, c'est quelque chose que les enseignants expliquent du primaire au supérieur. Et en fait, on pourrait se dire, voilà, les plus grands, c'est plus facile parce qu'on leur explique, etc. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, les plus grands, c'est eux qui ont passé le plus de temps à l'école, qui sont en fait les plus formatés, et pour lesquels ça change le plus les choses. Les petits, ils sont beaucoup plus souples, et ils sont moins formatés. Et les plus grands ont moins d'autonomie à ce niveau-là. Et oui, en fait, c'est pareil. Ça pose la question de l'autonomie des élèves et des étudiants, mais en fait, l'autonomie, ça se construit à tous les âges, hein, et que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas donné et évident. Ça ne se construit pas de la même manière, évidemment, aux différents âges, mais je pense que ça serait... les faits montrent que c'est se tromper de considérer que c'est plus facile avec les étudiants parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont matures, parce qu'ils comprennent. Non, ça ne marche pas comme ça. Enfin, je veux dire, moi, j'ai été étudiante, j'ai jamais fait mes devoirs, etc. Quoi. Et je savais très bien qu'il fallait les faire, etc. Mais s'il n'y a pas d'obligation absolue, voilà. Justement, j'aimerais rebondir sur le fait que vous ne faisiez pas vos devoirs. Si on fait la classe inversée, ça veut dire que c'est les leçons qu'on doit faire chez soi. Si les enfants ne font pas leurs leçons chez eux, ils le feront pas tous. Statistiquement, il y en aura toujours un ou deux qui ne l'aura pas fait parce qu'il avait quelque chose ce soir-là, parce qu'il avait mieux à faire ou parce qu'il n'aime juste vraiment pas les faire. Qu'est-ce qui se passe en classe ? Parce qu'en fait, en classe, actuellement, on fait les leçons en classe parce qu'on est sûr que comme ça, tout le monde a eu le contenu. Alors déjà, on est sûr que tout le monde a eu le contenu. Tout le monde était présent quand le contenu a été délivré. C'est pas exactement la même chose quand même. Et c'est le problème d'avoir une classe de manière assez frontale, c'est que oui, les élèves sont là, mais maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment concernés par ce qui se passe ou est-ce qu'ils sont en train de dormir à côté du radiateur ? Ça, on ne sait pas trop. Donc, justement, le but de la classe inversée, c'est de dire, non, maintenant en classe, ces élèves, ils sont actifs, ils ne peuvent plus dormir à côté du radiateur parce qu'on leur demande d'être en activité. Mais se pose la question, ah oui, mais s'ils n'ont pas regardé, s'ils n'ont pas fait le travail qui était demandé, évidemment, ça arrive, hein, je ne vais pas vous mentir, encore une fois, ça arrive. Et là, les enseignants gèrent ça de manière... chacun voit à sa porte, mais il y a plusieurs stratégies.
En fait, Oui. c'est l'effet de groupe qui va compenser, parce que comme ils doivent construire la leçon ensemble, Voilà. ils sont emportés par l'effet de groupe et ils sont obligés d'écouter, Voilà, donc ça joue. Le fait que, moi je sais que la seule fois de ma vie où j'ai fait des devoirs, c'est justement quand je me suis retrouvée dans une formation où j'avais des choses à lire avant de venir, et après ça je devais en discuter avec les gens qui étaient à côté de moi. Et c'est pas pareil de se planquer par rapport au prof, hein, en n'ayant rien fait, et d'être avec les autres, hein, et voilà, on est dans un groupe, hein, et on empêche en fait le groupe de travailler. Donc il y a la pression par les pairs. Mais malgré ça, il y a quand même, voilà, il y aura toujours des élèves qui n'auront pas fait leur devoir. Et ça, alors bien sûr, il y a des enseignants qui arrivent à avoir leur classe où tout le monde regarde toutes les capsules vidéo, ça arrive et c'est très bien. Mais ça arrive quand même qu'effectivement, il y a des classes où c'est pas tous les élèves qui le font. La première chose, c'est que ça soit par exemple accessible en classe. Et là aussi, il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élèves, voilà, ils ne vont pas la regarder une fois, ils doivent la regarder, du coup, ils doivent prendre sur le temps de classe, ça veut dire qu'ils sont en retard pour commencer les autres activités. Et puis, du coup, il y a aussi un effet d'entraînement pour qu'ils le refassent. Et ensuite, il y a aussi le fait de traiter ça comme des devoirs non faits, c'est-à-dire qu'ils peuvent consulter le contenu en classe. Pardon. Ils peuvent consulter le contenu en classe. L'idée, c'est pas de leur dire voilà, si tu n'as pas vu la vidéo, c'est fini pour toi, quoi. Évidemment pas. Oui, et puis il y a une stratégie pédagogique aussi, c'est que l'enseignant, ce qui est important, c'est pas de tout donner au début comme un acquis et on pose pas de questions parce que voilà, c'est la leçon, point barre. Donc par contre, s'ils ont réfléchi, si on a travaillé ensemble, que l'enseignant à la fin ou la séance d'après fasse un résumé, reprenne l'information, mais qui a déjà été moulinée par les élèves, etc. Là, ça peut permettre des rattrapages. Hein. Ils sont pas tout le temps laissés tout seuls. Quand même, il faut rassurer sur ce qui se passe. Hein. C'est que de temps en temps, l'enseignant reprend la main pour dire bon, il faut retenir ça. Ce qu'on n'a pas vu, c'est ça. Hein. Enfin, il y a plusieurs façons aussi dans la classe inversée de réorganiser le savoir. Hein. Simplement, il a d'abord été exploré. Il n'a pas été asséné. Comme la seule vérité unique. Je crois que c'est ça le principe surtout. Et je pense à un autre outil numérique très utile, c'est les questionnaires en ligne, justement, qui peuvent par exemple accompagner les vidéos où les élèves doivent remplir en disant des questions très simples. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait comme travail en dehors de la classe par rapport à ce qui est fait comme travail dans la classe. La CNRC, c'est vraiment réfléchir à ok, ce qui est fait avec l'enseignant, c'est le plus complexe. Ce que je donne à faire en autonomie, c'est simple. Donc des questions simples qui accompagnent la vidéo. Et comme ça, l'enseignant, en fait, avant d'arriver en classe, il sait qui a rempli le questionnaire, donc qui a vu et qui n'a pas vu, et qui est en difficulté sur telle et telle question, par exemple. C'est déjà ce qu'on fait aujourd'hui dans les classes classiques. Il y a toujours des exercices sur la leçon où on demande des trucs très basiques à faire chez soi dans les devoirs. Oui, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est que la classe inversée, ça s'appuie sur des principes pédagogiques qui n'ont pas été découverts d'aujourd'hui. Si je peux me permettre, par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui, moi, ce que j'ai pu constater, alors moi, je suis quand même de la vieille génération de l'école, les devoirs à la maison, les leçons, ce que j'ai pu constater avec l'arrivée des outils et des stratégies qui vont avec, parce que la classe inversée, c'est tout simplement une stratégie, c'est qu'il y a une compétence qu'on avait énormément de mal, les jeunes de ma génération, à mettre en avant, c'était le fait de produire quelque chose. Et quand on est dans ces logiques de classe inversée, la forme de contenu qui est délivrée est certainement beaucoup plus performante que le peu de contenu auquel on avait accès au travers des livres qui étaient donnés ou de l'Encyclopédia Universalis qu'on avait peut-être la chance d'avoir dans sa bibliothèque. Moi, j'ai assisté à des expériences de classe inversée en tant que stagiaire. Je me suis mis dans la peau d'un élève et c'est encore tout récent. Et effectivement, on était dans cette situation où il y avait ceux qui avaient eu l'information, il y avait ceux qui n'avaient pas eu l'information, il y avait ceux qui avaient eu l'information qu'ils n'avaient pas consultée, et puis il y a quelque chose qu'on a un peu mis de côté, cette fracture numérique qui existe un petit peu partout en France. C'est-à-dire que moi j'ai des élèves, clairement, ils n'ont pas accès de manière simple à l'outil informatique pour justement préparer ce genre de choses. Mais comme le but de l'activité, ça n'est pas de prendre le cours à la maison, mais de produire quelque chose, la collaboration, alors je vous rejoins complètement là-dessus, j'ai peut-être été un peu trop manichéen sur le côté sportif, mais il y en a toujours un sur le podium malgré tout.
Donc le but de cette arrivée en fait de stratégie pédagogique novatrice, hein, parce que le numérique c'est quand même clairement ça, fait que on se décentre un petit peu de cette pression qui consistait à faire ma leçon, mon exercice, mais on réintègre tout ça dans quelque chose d'un petit peu plus large. Je parlais de pays tout à l'heure. Le pays, je pense que c'est pour moi qui ai l'habitude de fonctionner sous forme de projet depuis plus de 20 ans maintenant, pour moi c'est une vraie richesse, quoi. Le pays, c'est Alors d'un coup, j'ai un grand vide dans la tête parce qu'à force de parler de pays, en fait, voilà, enseignement pratique interdisciplinaire. En fait, vous les avez connus peut-être avec des enfants plus jeunes sous forme d'IDD, en fait, des itinéraires de découverte. L'idée, en fait, c'est de rassembler des compétences autour de la production d'un but final. Alors, une vidéo, un document papier, un bout de blog. Vous savez, il y a une époque, on avait les blogs Skyrock, n'importe qui pouvait publier, diffuser en moins de 4 secondes. Aujourd'hui, il y a Facebook et tout. Là, ça se fait dans le cadre scolaire et avec un contenu un petit peu plus encadré, hein, et pas forcément dirigé, juste encadré. Et alors, le fait que l'enfant produise sa leçon, il est de fait impliqué et aura déjà intégré une partie de la leçon, du savoir. Il sera plus à même aussi de recracher, entre guillemets, le cours. Et par rapport à ça, aux quiz qui peuvent être faits en ligne à la maison via l'outil numérique, ça permet aussi d'avoir un retour immédiat au professeur qui, lui, peut voir finalement qui a bien répondu, qui n'a pas répondu et y remédier tout de suite le lendemain. Donc c'est un intérêt aussi du numérique. Oui, j'avais juste une question par rapport donc à tout ce qui est classe inversée et puis tout ce que vous développez via le réseau Canopé. Justement, donc on part d'un besoin des enseignants dans les deux cas, hein, ça se rejoint. Mais qui est-ce qui développe ces outils-là pour les proposer après aux enseignants ? Alors, pour l'instant, il y a plusieurs choses. Il y a les enseignants qui développent eux-mêmes leurs outils et donc qui s'improvisent producteurs de vidéos. En fait, aujourd'hui, ça devient quand même beaucoup plus simple de faire une vidéo. Moi, les vidéos que je fais, c'est pas des vidéos à la Spielberg. J'enregistre mon écran avec ma voix dessus. Il y a des outils très simples pour le faire. Et ensuite, il y a effectivement diverses offres. Alors, après ça, par exemple, pour les capsules vidéo qui sont utilisées en classe inversée, sur le site d'Inversons la classe, on a une page avec des ressources justement par matière. Canopé en développe aussi. Et puis après ça, il y a encore une fois, c'est des vidéos qui peuvent être utilisées. Les enseignants peuvent utiliser les vidéos d'autres enseignants, des vidéos qui ont été produites ailleurs. Ça peut être des morceaux de documentaires. Mais c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il manque vraiment une plateforme de mutualisation de justement tout ce que les enseignants produisent. Ça fait partie de... Je pense qu'il y a plusieurs idées qui se montent sur le sujet en ce moment. Nous, on réfléchit beaucoup à cette question, à l'association. Ce que je pensais, notamment quand on parlait donc de gamification, on l'a forcément dans le cadre d'un apprentissage de cours. On peut l'avoir aussi avec un élève à qui on a essayé d'expliquer une notion mais qu'il ne l'a pas comprise. L'enseignant, quand il a 30 élèves en face de lui, il ne peut pas passer 1 heure avec un élève pour que la notion soit comprise. Tous les élèves peuvent pas forcément avoir accès à du soutien scolaire extérieur. Donc cette gamification, elle peut aussi arriver pour être disponible pour l'enfant à la maison pour comprendre par lui-même de manière ludique. Parce que non seulement il n'a pas compris en classe, mais en plus il se doit farcir un truc pas drôle pendant 3 heures à la maison. C'est pas le but, à part le frustrer complètement. Donc justement, ces outils-là qui sont super intéressants mais qui ont besoin d'être développés, est-ce qu'à l'heure actuelle, parce que ça demande quand même des connaissances à la fois en pédagogie mais à la fois en développement, en design, etc. Est-ce qu'il y a une structure actuellement qui est capable de les faire ou c'est un peu au volontaire ? C'est chacun qui... Aujourd'hui, si je regarde au niveau du ministère, la plupart de ces problèmes sont réglés sous forme d'appel à projet. Donc non, au sein de la structure, les développements qui sont faits sont des... Alors, je vais prendre l'exemple très concret du réseau Canopé. Réseau Canopé développe une plateforme, un réseau d'échange aujourd'hui qui s'appelle Via Éduc, auquel les parents, les élèves n'auront pas forcément accès. Concernant la ressource, ça reste
ça reste un problème, à mes yeux, assez épineux. Et la réponse, vous l'avez donnée, ce sont les enseignants en fait, qui développent. Alors, parmi les plateformes globales qui donnent accès à des scénarios pédagogiques et tout, auxquels les enseignants peuvent avoir accès, vous avez DuSCOL, qui est une plateforme nationale qui, elle, rassemble beaucoup d'éléments. Mais je crois qu'il doit exister à peu près autant de possibilités de trouver des situations pédagogiques qu'il y a de cerveaux d'enseignants en train de travailler dessus. C'est une sorte de serpent qui se mord la queue, parce que l'avantage du numérique, c'est que ça ne vient pas d'en haut. Donc, si on essaye de créer des communautés, et donc des enseignants qui échangent entre eux, et qui se font des renvois de documents, etc., c'est ce qu'il faut encourager. Et le problème de plateformes telles qu'elles existent en ce moment, c'est qu'elles tendent à être créées quand même d'en haut. Celles qui marchent très bien, qui sont dans les communautés d'enseignants, c'est en maths par exemple, vous avez entendu parler de Césamat par exemple, ou Clio pour les historiens. Ce sont des communautés d'enseignants entre eux qui, avec du temps, parce qu'il faut du temps pour que ça arrive, se sont d'eux-mêmes organisés comme ça. Et donc savent qu'ils ne sont pas observés par les inspecteurs, qu'ils ne sont pas observés par les ministères. Ça ne veut pas dire qu'ils sont contre du tout, ils sont dans le programme, ils cherchent à répondre à leurs propres questions d'enseignants. Et donc c'est un peu ça qu'on essaye de faire. Et c'est ce que les MOOC, en tout cas les MOOC que nous on essaye de faire à ECHO, qui sont des MOOC participatifs, qui reposent sur des communautés qui continuent même sans qu'il y ait des enseignants, c'est un peu cette idée-là. Alors après, il y a deux types en général de communautés qui se créent. Parce que nous restons français, nous restons humains. Il y a des communautés de type ruche, où il y a une ou deux personnes autour des règnes, qui fournissent de la matière, de la ressource, et les autres qui répartissent autour, ou des communautés qui sont plus dans le partage et plus égalitaires, plus le modèle de la grille, où chacun amène une petite brique. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de s'organiser, mais je crois que l'avenir, c'est de libérer les enseignants qui créent tout seuls déjà, pour qu'ils osent de plus en plus partager entre eux, parce que c'est toujours un peu cette angoisse de se faire montrer du doigt, ta ressource elle est nulle, des choses comme ça. Et c'est donc de créer une communauté de confiance comme ça, où les gens vont mettre des ressources en disant, bon, est-ce qu'on peut l'améliorer ou pas, Et ça, si le numérique fait quelque chose dans les comportements, et vous devrez pouvoir le faire, en tout cas c'est ce qu'on sait qu'il fait bien, c'est cette méthode agile, justement, qu'on appelle la méthode agile, je mets cette ressource, elle n'est peut-être pas géniale, si tu l'améliores, tu la remets là, je m'en resserre, tu me la signales, etc. Donc c'est tout ce côté curation, ce côté tri, partage. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on voit dans l'ANR Translate que je dirige, où on regarde un peu ce qui se passe, il y a beaucoup de ressources. Mais alors, il y a de tout. Et évidemment, pour un enseignant, c'est un peu flippant parce que lui, il a besoin de savoir assez vite, parce que on prépare une classe, c'est quand même assez lourd. Il faut en plus quand même se désapprendre. Quand on veut intégrer le numérique pour de bon, il faut sacrément désapprendre en tant qu'adulte formaté par l'université française. Donc, il faut déjà travailler sur soi-même. Donc, on veut des ressources qu'on sait déjà quand même un peu tester et qui sont assez rapidement utilisables et engrangeables. Et ça, c'est une des grandes demandes des enseignants en ce moment. C'est plutôt un côté labellisation, même si on ne veut pas y aller, parce que ça a à nouveau un côté ça c'est bon, ça tu jettes, alors que déjà le fait qu'un enseignant fasse une ressource, même si c'est en vidéo sale, genre vidéo hangout ou autre, c'est déjà génial. Donc il faut arriver à trouver cette formule un petit peu. Mais pour nous, le gros problème, et je l'ai vécu au Clémy et Canopée le vit aussi, c'est encore l'emprise qui vient d'en haut, et le très très difficile lâcher prise des instances intermédiaires que sont le corps de l'inspection, le corps des directions d'établissement. Voilà. Ça, c'est vraiment en ce moment le point fragile de la France. Le mieux, ce serait peut-être le vu par les pairs, approuvé par les pairs, pour qu'il y ait un consensus d'enseignants sur telle vidéo. Ça pourrait être pas mal. Peut-être. La question de la ressource, pour vous, c'était plus du point de vue de l'élève ou du point de vue des enseignants? Je voudrais reprendre votre question. Vous posiez la question par rapport aux élèves ou par rapport aux enseignants? Oui, alors là, vous avez raison.
Parce qu'en fait, idéalement, et c'est ça qu'il faut aussi arriver à casser, je crois que nous qui sommes formateurs, nous, on est formés à transmettre des contenus, mais les élèves, on attend d'eux qu'ils aient des compétences. C'est absolument pas la même chose. Hein. Et donc, nous, on est dans les oranges, eux sont dans les pommes. Hein. Et une des choses que doit faciliter le numérique, c'est qu'on soit tous dans les oranges ensemble et tous dans les pommes ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a du contenu à créer ou à comprendre, etc., etc. On met les élèves avec. À un moment donné, on est dans de la production de ressources, etc. Voilà. C'est ce qu'on vise dans le numérique, hein, ceux qui le réfléchissent ça, bon, les Américains, les Siemens et compagnie, hein, c'est l'idée d'une formation en miroir. C'est-à-dire qu'on les forme comme on se forme. Et plus cette coupure hein, de j'ai la discipline, j'ai le savoir d'en haut, voilà, et vous, on vous gave, hein, et vous pouvez un petit peu vomir en retour, mais pas trop, quoi. Hein. On essaye, c'est une opportunité, le numérique, hein, de faire que ça fonctionne un peu autrement hein, en termes de formation et qu'on soit plus dans une formation voilà, hein, où du coup peut venir de l'interdisciplinarité. Parce que si on reste dans notre discipline, dans notre programme, on laisse très peu de place aux autres. Ouais. Reprendre une posture d'apprenant, quoi. Exactement. Ça, c'est vrai qu'on est tous dans le numérique. Ouais. Je crois qu'il y a une dernière question, effectivement. Je voulais juste faire une petite parenthèse, mais je parle d'un contexte belge où il y a un très fort industrie, pour ne pas dire lobby, du manuel scolaire. Donc tout ce que j'entends dire ici, c'est qu'on le fait nous-mêmes, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas de cette industrie-là est-ce qu'ils ont commencé à morceler les sujets en petits morceaux? Et est-ce que ça ne change pas la façon dont on enseigne ces matières si on les coupe en petits morceaux qu'on peut avaler la veille, le soir, et après venir en classe les digérer, quoi? Bien sûr que l'industrie est en train de s'adapter et c'est une bonne chose. Je pense pas qu'il faille être contre non plus. Et c'est pas seulement digérer le cours en petits morceaux. C'est vraiment un changement plus profond. Je pense qu'on a parlé de posture. Moi j'aime bien résumer ça par le passage du face à face au côte à côte. Et oui, il y a un certain nombre de startups qui se montent pour justement proposer des contenus. Et ça bouleverse d'ailleurs, c'est en train de bouleverser tout le domaine de l'édition en fait. Il y a justement ce qu'on disait sur la ressource, les plateformes qui marchent le mieux en termes éditorial, c'est justement plus celles qui font que de l'édition. Hein, c'est un des enjeux de la transformation du CRN en canopée. Hein. C'est d'ajouter des choses à côté. Hein. Donc, produire du manuel de nos jours, que ce soit en ligne ou en papier, c'est en très très grande perte de vitesse. Hein. Par contre, les plateformes qu'on appelle de médiation, et il y en a dans le sud de la France, et parce que vous me posez la question, évidemment, j'ai oublié le nom, parce qu'elle mutualise des ressources et elle fait de la médiation. C'est-à-dire qu'elle, elle dit... Si vous voulez faire telle ou telle pédagogie, genre vous voulez faire de la classe inversée, il y a telle et telle ressource. Elle sert un petit peu de courtage, elle mâche un peu le travail, hein, parce que à nouveau, les enseignants sont quand même beaucoup sous la pression, ils ont plein de réunions, des choses comme ça. Hein. Donc on voit arriver à une relation où il y a un peu d'édition, un peu de médiation, un peu de réputation, hein, mais le travail quand même assez mâché, pour que les enseignants puissent mutualiser et monter assez vite en puissance. Et ça, c'est un des modèles qui vont arriver, hein, à part celui de la start-up, hein, qui va être dans la production de e-books déjà dynamiques et des choses comme ça, hein, qui sont encore un autre type de ressources. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe en Belgique, mais c'est à peu près la même chose. Hein. Ouais. Ouais. Ici aussi. Hein. Comment on fait de l'informatique quand on n'est pas capable de reprendre le cours et que le cours est encore manuscrit et dicté ou voire réécrit sur le... Oui, je sais très bien, oui, mais le problème de Word, ça veut dire que c'est pas ouvert, ça veut dire que vous ne pouvez rien faire de ce que vous avez fait. En PDF, le latex, c'est pareil. Non, c'est pareil, c'est le latex, vous avez une formule et après vous pouvez transformer et travailler dessus. Alors que quand vous faites un document sous Word ou sur OpenOffice, il y a les mêmes outils,
votre document est mort, il peut être difficilement réutilisé par un collègue. Eh ben, la réponse, c'est vous allez voir la communauté Césamat et vous parlez de votre problème. Eh ben, vous leur dites, il n'y a pas grand-chose, donnez-moi, ou j'ai besoin d'eux. Parce que c'est vraiment le côté... Versailles a fait plein de choses, Mhm. pareil, mais c'est des briques, il y a trigonométrie, il y a 3-4 leçons qui se battent en duel. Ouais. Quand on est au niveau lycée, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose. Si je peux, Non, pardon. Si je peux me permettre d'intervenir concernant ce problème on est dans le problème de la formation. Aujourd'hui, si on parle du numérique, alors je ne sais pas si tout le monde ici est enseignant, mais on n'est pas dans une arrivée massive des enseignants dans le domaine du numérique. Il y a effectivement un nombre important d'enseignants qui s'y mettent, mais quand vous prenez les équipes pédagogiques au sein des établissements scolaires, les professeurs qui sont véritablement investis dans cette démarche sont globalement minoritaires. Donc je pense qu'on va arriver progressivement à une montée en puissance en termes de compétences de la part de la communauté éducative et que les questions que vous posez seront résolues, mais pas dans un moyen terme. Je vais intervenir parce que je suis prof de maths, je fais partie des gens qui ont fait Césamat et je suis pas d'accord. J'ai fait de la pub pour eux, mais je savais pas. Je suis pas d'accord. En particulier dans des choses qu'on a fait, enfin que j'ai fait et qu'on a fait, il y a Maths Discute, donc des listes de discussion et d'échanges de profs de maths sur lesquels vous pouvez poser votre question et vous aurez plein de questions. Un des trucs que j'ai pas envie de rentrer trop dans le technique, mais avec laquelle je suis pas d'accord, c'est que la tech, pour un prof qui ne sait pas utiliser la tech, c'est-à-dire, comme vous l'avez très bien dit, 9 collègues sur 10, c'est absolument pas réutilisable. On peut lui redonner avec les... En gros, c'est pour écrire des fractions, mais vous mettez avec des parenthèses, des accolades, des slash, enfin, vous mettez des signes un peu cabalistiques qui vous permettent que ce soit tout beau après. Et vous avez des logiciels sous Word ou autres qui sont tout à fait, si vos collègues ont Word, c'est aussi facile à donner que si vos collègues ont la tech. Donc je ne suis pas d'accord sur le côté... effectivement, il y en a un qui a un logiciel propriétaire et l'autre non. Mais comme vous dites, on peut aussi utiliser OpenOffice. Mais par contre, sur OpenOffice, si vous voulez. Bon, bref. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas sûre que ce soit plus intéressant et plus ouvert de mettre quelque chose qu'utilise une personne sur 10 que de mettre quelque chose qu'utilise tout le monde, quand bien même... Le problème de la question, c'est la formation, parce que tout ce que vous dites, c'est super, mais j'ai pas l'impression que ça fasse gagner beaucoup de temps aux professeurs. C'est un retour, voire ça lui en prend... faire un cours sur informatique, ça prend beaucoup plus de temps à le préparer que de le faire manuscrit ou faire au tableau. Et après, le problème qu'on a aussi, c'est gérer les nombres d'élèves et les classes sont de plus en plus chargées. Donc ça veut dire que c'est un vrai investissement personnel, il faut que l'établissement soit d'accord. Et je ne sais pas très longtemps, projecteur dans toutes les salles, mais c'est très récent, pratiquement aucun cours n'est tapé, n'est que manuscrit. Donc les gens s'y mettent, mais très très lentement, et les nouveaux professeurs ne sont pas forcément enclins. Vous êtes en lycée ou en collège ? Parce que là, il y a eu des gros appels à projets de la part de l'Éducation nationale et il va y avoir des ressources dans toutes les matières disponibles au collège, on espère assez vite. J'espère que le lycée va suivre. Mais en maths au lycée, il y a déjà pas mal de choses. Mais je vous invite à aller sur Twitter, Le problème reste, et c'est identifié partout, et c'est pas un mal français, c'est un mal pour tout le monde en ce moment, c'est effectivement la formation au numérique. Donc ça, on va pas y arriver tout de suite. La bonne nouvelle quand même, c'est que le numérique permet de mutualiser. Donc quand même, si on n'a pas la ressource dans son établissement, on doit pouvoir la chercher dans un autre établissement. Donc c'est quand même important. Et puis, là vous avez raison, c'est que le numérique, comme toutes les industries de prototypes, c'est très lourd au départ. C'est très chronophage. Un MOOC, l'Union européenne compte que c'est 400 heures. Un MOOC sur 6 semaines. Quand on développe la machine en même temps comme on a fait nous, c'est 800 heures. Et c'est pas payé. Donc on le fait pour plein d'autres raisons, parce qu'on est des profs engagés, parce qu'on est des cons, je sais pas, enfin il y a plusieurs raisons pour lesquelles on se fait embrigader dans ces trucs-là. Mais par contre, il y a une longue traîne, comme on dit en économie du numérique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis en place le truc de base, le mécanisme de base, normalement,
la mise à jour, hein, c'est plus facile, et la diffusion au-delà de votre cours, hein, au-delà de votre établissement à d'autres. Voilà, ça, il y a une durée de vie un peu plus longue, hein, peut-être que le reste. Et du coup, après, on agrège. Ah tiens, trouvé un bon tutoriel. Tiens, là, maintenant, il y a une capsule qui est motivante. Je vais commencer par ça. Hein, donc après, on est un peu plus libéré du côté de la créativité. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y a pas d'illusion à se faire. C'est une industrie créative. Hein. Moi, je parle maintenant des industries de la connaissance comme d'industrie créative. C'est-à-dire, c'est comme un film. C'est un projet. Ça requiert plusieurs types de compétences. Il ne faut jamais être seul. Moi, ce que je dis à tous les enseignants, et je vous le dis à vous aussi, il ne faut pas être seul. Parce que c'est lourd, parce que c'est quand même aussi beaucoup plus rigolo à plusieurs. Moi, je parle de compétences distribuées. Je ne sais pas le faire, mais je connais un collègue qui... donc, on va se mettre ensemble. Et moi, je vais apporter la partie stratégie ou pédagogique. Lui va apporter la partie... voilà. C'est ça qu'il faut et que le numérique permet. C'est de sortir de son isolement d'enseignant, hein, et d'oser le dire. D'oser dire, j'ai besoin d'aide. Oui, je rejoins ça. Et spécifiquement pour la classe inversée, les gens qui décident de passer en classe inversée tout d'un coup, tout le monde dit l'année 1, c'est l'année terrible. C'est l'année terrible. Alors, je précise plusieurs choses. On n'est pas obligé de tout changer, de tout inverser tout d'un coup. On peut commencer petit. Et ça, c'est bien. Puis pour la question de formation, là aussi, spécifiquement sur la classe inversée, pour ceux que ça intéresse, je vais citer 2 choses. La première, il y a un MOOC, justement, qui est développé par Canopé Bordeaux. Il y a une première édition qui s'est déroulée cet automne. Il y aura une 2e édition à l'automne prochain. Qui est très bien fait et qui permet aussi justement d'interagir avec plein d'enseignants qui se posent les mêmes questions. Et puis avant ça, je vais reciter le congrès classe inversée qui va se dérouler les 1er et 2 juillet à Paris, justement, qui est l'occasion pour tous les gens qui s'intéressent aux classes inversées d'en apprendre plus sur le sujet, d'interagir encore une fois avec des enseignants qui s'y sont lancés, qui pensent à s'y lancer. Et le 3 juillet, il y aura une journée de formation spéciale aux outils, en fait. Justement, quels outils? Parce qu'il peut y avoir plein d'outils différents qui sont utilisés. Et on peut se familiariser avec tout ça sur des groupes Facebook, notamment canadiens, parce qu'ils sont très avancés là-dedans. Il y en a un qui s'appelle La Classe Inversée, tout simplement. C'est un groupe fermé, donc il faut demander l'accès. Mais c'est passionnant. Enfin, c'est blindé de ressources, il y en a partout. Et du coup, j'en profite pour dire le mot de la fin en disant que effectivement, comme dans tout changement, ça prend beaucoup de temps, la phase de démarrage est très longue, mais qu'après, une fois que ça tourne, on devrait tous gagner du temps et puis y trouver notre compte et enrichir. 98% des enseignants en classe inversée, ils estiment que ça améliore leur satisfaction au travail. Ouais. Et la relation. Voilà, la relation avec les élèves, et c'est pareil, quasiment 100%, et ils ne reviendraient pas en arrière en fait. Et là, on est dans la phase de démarrage, donc forcément, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de mise en place, beaucoup de recherche, beaucoup d'heures, mais qu'après, ça devrait être bénéfique pour ceux qui sont déjà plus loin. Donc, on espère que tout le monde sera satisfait, quoi. Merci à tous d'avoir assisté, et n'hésitez pas...